Les Audacieuses, c'est le premier podcast Société de Podcasters Média. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Média, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Leïla Aoujdad, c'est une amie lyonnaise qui, lorsque nous avons parlé ensemble du podcast Les Audacieuses, a cité votre nom. Il faut absolument que tu la contactes, c'était comme un cri du cœur. Vous vous reconnaissez, Leïla, dans ce mot audacieuse? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il vous caractérise bien? Eh bien, sans vouloir être prétentieuse, c'est un mot qui me caractérise parce qu'effectivement, depuis toute petite, on me reproche aussi parfois d'aller là où je ne suis pas censée aller. En tant que petite fille, en tant que jeune fille, en tant que femme, d'aller bousculer un petit peu les codes et le statu quo. Et finalement, oui, audacieuse, c'est quelque chose qui me définit assez. Alors, racontez-nous, puisque vous avez commencé par nous dire que on ne vous attendait pas forcément là où vous alliez. C'était quoi votre chemin et c'était quoi surtout votre début d'histoire? Ça s'est passé où? Où avez-vous grandi et dans quel univers? Alors moi, j'ai grandi dans une famille, donc mes parents viennent du Maroc. Je suis née à Lyon et j'ai grandi dans une famille nombreuse où on est 4 filles et 3 garçons et où moi très jeune, je me suis battue contre le statu quo, contre les injustices qu'il y avait à la maison, qui peuvent me paraître tout à fait ordinaires aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient très importantes pour moi, que je ne laissais pas passer. J'avais besoin d'avoir une égalité de traitement entre les garçons et moi-même et mes sœurs. J'avais besoin de sentir que mon espace de liberté n'était pas limité à cause du fait que j'étais une fille. Donc ces combats, on va dire, féministes étaient déjà très ancrés en moi, déjà à la famille, ensuite à l'école et plus tard dans le milieu professionnel. Alors j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai fait une partie de mes études en France et puis à l'âge de 19 ans, j'ai terminé mes études en Angleterre, ce qui a été pour moi une vraie chance, que mes parents m'ont poussé à saisir parce que je ne pensais pas que j'avais le droit de partir à l'étranger. Et c'est ma mère qui m'a dit, bien écoute, si tes amis font leur dossier de présentation, il faut absolument que tu le fasses aussi. Et j'ai été retenue pour partir dans le programme Erasmus et pour faire ma 3e et 4e année à l'étranger. Donc, ce qui devait être 2 ans à l'étranger, enfin en Angleterre, c'est soldé par 7 années sur place. J'ai eu plein de postes dans le monde des affaires. J'ai travaillé avec le gouvernement britannique notamment dans la promotion des entreprises, des PME et des TPE à l'export. Puis j'ai travaillé dans les finances, en fusion et acquisition. Et puis je me suis lancée dans le publi-reportage pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui faisait, lorsque vous étiez petite fille, que vous aviez le sentiment de ne pas être traitée de la même façon que les garçons? Est-ce que c'était à l'école que vous receviez un autre modèle qui venait s'entrechoquer avec ce qui se passait à la maison? C'était à la maison aussi, c'est-à-dire qu'à la maison, on était un peu plus laxiste avec les garçons qu'avec les filles. En tout cas, j'avais ce sentiment-là. Ce sentiment était aussi présent à l'école où je sentais que les garçons avaient plus de place que nous, ils étaient beaucoup plus exubérants, ils avaient plus de liberté d'expression que nous, ils s'autorisaient plus de choses que les filles. Et c'est vrai que j'étais déjà, peut-être que j'avais cette sensibilité plus exacerbée que mes amis, que mes camarades de classe, mais j'étais déjà sensible à comment les filles occupent l'espace public, comment elles occupent aussi l'espace à la maison. Et c'est vrai que je notais certaines injustices qui me hérissaient le poil et contre lesquelles j'étais obligée de réagir.
Est-ce que vos sœurs partageaient ce sentiment ou pas? Certaines, oui, puisque j'avais quand même 4 sœurs. Ma grande sœur n'était pas du tout sensible à ce genre de choses, et je le lui reprochais d'ailleurs parce que je ne comprenais pas pourquoi elle n'avait pas cette sensibilité-là. Mes 2 petites sœurs, elles en étaient un peu plus sensibles, et je pense que c'est parce qu'elles voyaient aussi, mes réactions, mes coups de colère, et je pense que quelque part, elles ont aussi été influencées par, ce que je leur disais, parce que je leur soumettais en quelque sorte. Alors, vous avez parlé de votre maman, Leïla, Oui. et comme étant la personne qui vous a poussé à repousser les limites, hein, et notamment géographiques. Est-ce que ça vous a étonné de sa part à ce moment-là ou pas? Oui, ça m'a étonnée absolument parce que j'avais toujours eu le sentiment que je n'aurais pas le droit de quitter la maison sans être mariée. J'ai toujours pensé, étant jeune, que je n'aurais pas le droit de faire des études longues, et je me suis complètement trompée le jour où ma mère me dit il faut absolument que tu fasses ton dossier, parce que bon, j'étais une élève très bonne en classe, il n'y avait aucune raison que mon dossier ne soit pas accepté. Donc pour moi, ça a été une vraie validation de ma mère, que j'admirais et que j'admire encore toujours. Je l'admire parce que déjà, elle est très progressiste dans sa manière de faire, de nous avoir éduqués, de nous avoir donné la parole, malgré tout, de nous avoir écoutés aussi dans nos positions parfois, disons, parfois très ambiguës. Et c'est une mère qui a véritablement accompagné le développement de chacun de ses enfants. Ayant eu 7 enfants, elle a eu 7 vies à mener de manière très proche. Et c'est aussi ça, être mère, c'est accompagner le développement de son enfant, même si cet enfant est un peu rebelle ou iconoclaste. Vous avez parlé de vos frères et sœurs. Est-ce que, d'une part, ils ont fait les études que vous avez faites? Je dirais, est-ce qu'ils sont allés comme vous, ils ont fait des études universitaires? Ça, c'est le premier point. Et puis, vous, puisque vous étiez une élève plutôt, je veux dire, plutôt bien dans sa position d'élève, avec des marqueurs qui vous indiquaient que vous étiez en réussite et que donc, vous aviez toute possibilité d'évoluer vers des études qui vous ouvraient des portes. Je veux dire, est-ce que pour vous, alors vous l'avez dit, votre maman, ça a été un sésame, elle vous a donné une certaine forme de quitus, hein, pour aller plus loin. Mais est-ce que vous-même, lorsque vous aviez 17-18 ans, pour vous, il était évident que vous alliez pousser les portes, justement? J'étais dans cette dynamique-là, même si je pense que le fait de quitter la France me permettait déjà de voir autre chose et de m'apercevoir que les choses fonctionnaient quand même différemment en Angleterre. J'ai senti effectivement qu'il y avait beaucoup plus de possibilités en Angleterre qu'en France. Lorsque je revenais, parce que j'ai commencé à travailler après mon master, en Angleterre. Au bout de quelques mois seulement, parce que je performais, parce que je travaillais bien, mon supérieur hiérarchique me donnait de plus en plus de responsabilités. Donc j'ai eu le sens de la méritocratie assez vite. Et ça, je pense que c'est très poussé dans les sociétés anglo-saxonnes. Lorsque vous performez, lorsque vous réussissez, on vous en donne plus, tout simplement. Et je pense que c'est quand même plus difficile en France. Est-ce que mes frères et sœurs ont fait des études? Oui, tout le monde a son bac à la maison, et bac plus 2, 3, 4. J'ai été la première à partir, à quitter ma famille, et à faire donc voilà, à avoir un parcours, disons, hors cadre. Donc je suis partie à 19 ans. Mes sœurs ont aussi fait le programme Erasmus, celles qui m'ont suivie. Du coup, voilà, j'ai un petit peu ouvert la voie grâce à ma mère. On a ouvert la voie pour que mes sœurs partent. J'allais dire mes filles, donc lapsus révélateur. Que mes sœurs partent et qu'elles fassent des études et qu'elles reviennent. Il y en a une qui est toujours à l'étranger, qui vit à Vancouver, et ma sœur cadette est revenue en France. Alors, vous êtes parti, vous avez poussé les portes, vous avez beaucoup voyagé par votre travail. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas exactement quelle est l'articulation, mais on vous retrouve en France, peut-être pour un autre travail, ça je ne sais pas, vous allez nous dire, et surtout avec un nouveau projet. Donc, parlez-nous de tout ça, s'il vous plaît. Alors je suis revenue effectivement parce que je suis devenue maman de jumelles qui ont aujourd'hui 10 ans, donc ça fait un peu plus de 10 ans que je suis en France. Initialement, j'étais rentrée pour rester un an ou deux et puis pour repartir.
Et puis finalement, je suis restée parce que c'est vrai que j'ai un cadre de vie qui me plaît, je suis entourée des miens et puis mine de rien, être maman, ça enracine parce qu'il faut avoir un cadre, il faut avoir un certain rythme de vie. Donc j'ai dû apprendre à être un peu plus cadrée, à moins voyager. Et lorsque j'ai accouché, peu de temps après, précédemment, je travaillais pour une boîte de production et peu de temps après mon accouchement, j'ai décidé de travailler à mon compte. Donc j'ai créé, je me suis installée en auto-entrepreneur et je faisais du développement commercial. Et puis au bout d'un an, j'ai été contactée par un organisme qui s'occupe de la promotion des investissements. Et j'ai travaillé avec eux pendant plusieurs années. Donc c'est un petit peu le contexte professionnel qui s'est greffé en quelque sorte à ma vie de maman. Parce que j'ai évidemment avec 2 enfants en bas âge, il est très difficile de repartir à l'autre bout du monde. Et c'est de toute façon pas quelque chose que je souhaitais faire. J'ai voulu trouver cet équilibre en mettant au centre de ma vie mon rôle de maman et ma responsabilité de mère. Alors là, vous avez un beau projet qui va sûrement, et je l'espère, avoir grand écho. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce documentaire, alors qui est en gestation, j'imagine que vous avez avancé, dites-nous où vous en êtes. Oui, bien sûr. Alors, c'est une association qui s'appelle Femmes et Diversité qui porte le projet de film documentaire et la collection de portraits de femmes de toutes les diversités. Le film documentaire dont l'intitulé est Franco-maghrébine, portrait d'une nation française, souhaite proposer un changement de regard sur la population de culture musulmane en France à travers le prisme des femmes franco-maghrébines. Donc ça, c'est une première partie du projet. La deuxième partie du projet, c'est une collection de portraits de femmes de toutes les diversités, c'est-à-dire de femmes culturellement différentes, mais aussi avec des parcours intersectionnels, avec différentes composantes. L'idée de cette collection de portraits est d'utiliser l'image finalement pour susciter la réflexion, pour engager le débat, pour essayer de faire évoluer les consciences sur l'importance de la diversité dans notre société française. Et c'est le même objectif avec le film, puisqu'on parle d'identité, on parle de diversité, mais on va vers le prisme franco-maghrébin. Parlez-nous de cette nécessité de casser les stéréotypes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont encore très très présents? Je pense qu'il y a plusieurs types de stéréotypes. Déjà, on n'est pas sans savoir qu'on vit dans une société fondamentalement patriarcale. Donc il y a de forts stéréotypes sur la femme, sur la mère. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a ce genre de sujets, l'égalité femmes-hommes, etc., sont des sujets qui ont été repris par le monde de l'entreprise, par la société. Et on constate qu'il y a encore de grandes avancées à faire sur ces sujets-là. Pour ma part, si vous voulez, moi je veux apporter ma pierre à l'édifice en utilisant l'image pour essayer de faire avancer le débat, c'est de montrer à travers le film franco-maghrébine comment les femmes qui sont des vecteurs de changement, de transformation, qui sont celles qui portent l'humanité, qui accouchent de cette humanité, eh bien comment ces femmes-là, elles œuvrent pour le bien commun au quotidien, loin des projecteurs, loin des couvertures médiatiques. Et je veux montrer en fait la valeur non seulement de la femme, mais la valeur de la diversité à travers le film et les capsules vidéo. Bien sûr, il y a d'énormes stéréotypes sur la condition des femmes et il y a aussi d'énormes stéréotypes sur la diversité, sur les amalgames qui sont faits notamment sur la population musulmane. J'aimerais, à travers le film, apporter un regard confiant, bienveillant sur notre société multiculturelle qui se construit tous les jours avec toutes les personnes qui apportent leur ouverture, leur savoir-faire et leur humanité au quotidien. Alors, Leïla, vous l'avez dit, en fait, il y a deux sujets dans votre sujet, même si à un moment donné, il y a fusion des deux. Moi, j'aimerais revenir sur le premier sujet qui est celui de la femme. Je vais volontairement vous provoquer. Vous êtes une femme, vous êtes issue de parents qui pouvaient avoir, je dirais, des images stéréotypées, pour reprendre un de vos mots. En tout cas, vous vous êtes battue, vous l'avez dit, contre certains stéréotypes qui positionnaient la fille ou la femme dans un cadre particulier qui ne vous convenait pas.
Est-ce que vous avez vraiment le sentiment aujourd'hui que pour les femmes, c'est encore très compliqué? Oui, bien sûr, j'ai ce genre de témoignages tous les jours. Lorsqu'une femme postule pour un emploi, c'est toujours plus compliqué pour une femme que pour un homme. Pas dans tous les milieux. Si, dans tous les milieux. Je veux dire, il y a des milieux professionnels, vous êtes issus de la finance, hein, si je comprends bien, ou en tout cas, il y a un moment donné, ça a été sur votre chemin. Là, il y a des milieux très masculins pour lesquels, pour les femmes, c'est compliqué, mais tous les milieux professionnels ne sont pas aussi difficiles pour les femmes. Elles ont des moyens, effectivement, quand même, de s'épanouir dans certains milieux. Non, c'est pas vrai. Tous les milieux présentent des difficultés, plus de difficultés pour les femmes que pour les hommes. Une femme doit toujours se battre plus longtemps, 2 fois plus, pour obtenir sa place ou pour faire ses preuves. Cela, toute industrie confondue. La preuve en est, c'est que dans les cercles de pouvoir, dans les conseils d'administration, vous verrez il y a une infime proportion qui est donnée aux femmes. On veut ouvrir aujourd'hui, on se pose la question, mais il y a un long chemin à faire avant d'arriver à une équité, à une égalité de pouvoir entre l'homme et la femme dans les cercles de pouvoir. Bien sûr, il y a des professions qui sont plus féminisées. Et là encore, on se trouve dans des professions qui sont souvent mal payées. Donc, si vous voulez, l'injustice, elle continue dans le secteur économique, dans le secteur, dans le milieu du travail, que ce soit au bas de l'échelle ou en haut de l'échelle. Les combats sont à mener à tous les niveaux, sur toutes les industries. Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes de tout milieu ont envie de ce combat-là? Je ne peux pas parler pour toutes les femmes, mais pour avoir discuté avec un certain nombre d'entre elles, il y a toujours, voilà, un sujet récurrent qui revient, que c'est pas facile pour une femme, parce que bon, en plus, il y a la condition de mère qui vient s'ajouter à cela. La difficulté que c'est que de mener de front une carrière lorsqu'on choisit d'avoir une carrière et de s'occuper de ses enfants. Le regard que porte la société sur les femmes qui ont décidé de mettre peut-être leur carrière en pause ou de ne pas travailler pour s'occuper de leurs enfants. On est quand même dans une société où les lois sont écrites par les hommes, où les codes et les étiquettes sont établis par les hommes, et où je pense qu'on devrait ouvrir et laisser un peu plus la place aux femmes pour être dans une société où le masculin et le féminin se conjuguent au pluriel, pour laisser la place, évidemment, à une jeunesse qui puisse trouver cet équilibre entre leur féminin, avoir leur place légitime, être choisie pour ses compétences, et non pas se faire la guerre aux hommes pour pouvoir avoir les mêmes droits et les mêmes autorités, finalement. Alors, on a parlé des femmes, maintenant parlons des femmes franco-maghrébines que vous représentez. Est-ce que là, il y a un discours en plus à poser ou à poser différemment? Dites-moi comment vous abordez le sujet très concrètement. Alors moi, je viens d'un milieu, enfin, j'ai travaillé dans le public reportage pendant plusieurs années, et c'est vrai que j'ai constaté qu'il y avait qu'une partie de mon identité, de ma culture musulmane, était souvent prise en otage par certains médias et par certains politiques pour faire du buzz. Et donc, je me suis interrogée sur l'intérêt à faire cela, et je me suis rendu compte que c'était un outil très lucratif, que c'était devenu un outil de propagande vraiment très intéressant, et que finalement, ce qu'on nous présentait à la télé, c'était souvent qu'une frange de cette population musulmane, et qu'on ne montrait pas une certaine autre frange de cette population musulmane. Et donc, j'ai décidé d'en parler autour de moi. Et c'est vrai que voilà, la visibilité de la femme, ça a toujours été un sujet important pour moi. Par conséquent, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui était non seulement pertinent, mais en plus que le timing était bon. Donc, j'ai commencé à écrire une note d'intention, et j'ai travaillé sur ce sujet avec un grand réalisateur qui nous a quittés malheureusement l'année dernière. Vous pouvez le nommer, Oui, Leïla, oui, peut-être? c'est Pierre-Claude Chavanon. Voilà, grande pensée pour lui et pour son épouse Agnès, et avec qui j'ai commencé à construire un petit peu, à articuler le sujet. Et donc, à un moment donné, voilà, il m'a dit, voilà, je pense que maintenant, vous êtes prête à aller rencontrer les sociétés de production, à avancer, voilà, sur ce projet. Donc, c'est comme ça qu'est né en fait le projet de Franco-Maghrébine, Portrait d'une nation française. Pour moi, la notion de portrait est importante, parce que derrière un portrait, on a un visage, on a aussi une identité, on a une culture et on a une histoire.
Et je veux accoler la France et le Maghreb côte à côte dans mon intitulé parce que pour moi, il y a une union. Il y a une union par l'histoire, par notre histoire évidemment commune, coloniale et autres, mais aussi c'est une histoire humaine. Lorsque nos parents sont venus en France, ils ont été souvent invités par la France à venir en France. Et c'est une histoire qui a commencé dans les années, pour mes parents, dans les années 60, et qui continue avec moi et avec mes enfants. Donc, si vous voulez, cette histoire, cette notion de portrait et d'identité dans l'intitulé est quelque chose de fondamental pour faire nation. Alors, je ne sais pas si je suis très claire dans mes propos. Si vous l'êtes. Mais On commence à voir se dessiner quelque chose de très différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. On s'oriente donc vers un documentaire finalement sur des femmes qui se sentent pleinement françaises et aussi maghrébines par leurs origines et avec ce souhait de se sentir encore mieux dans une société où on ne les attendait pas forcément. Est-ce que c'est ça? Oui, dans une société où on a tendance à faire des raccourcis, des amalgames, où on a tendance à les mettre de côté ou à leur coller une identité qui n'est pas la leur, où on a tendance à même pas les regarder. Et donc moi, j'ai décidé d'aller à la rencontre de femmes comme moi qui sont accessibles, qui ont un parcours très intéressant, mais qui œuvrent loin des caméras, loin des lumières et qui ont des choses intéressantes à dire. Donc j'ai choisi ces femmes en fonction d'un certain nombre de thématiques que je souhaitais aborder dans le film et à travers les portraits de ces femmes, je veux dessiner la France qui existe et c'est pas nécessairement celle qu'on nous montre dans certains médias sensationnalistes. C'est la France que j'aime, qui est multiculturelle, qui est accueillante, qui est ouverte, qui est bienveillante et à travers le teaser, c'est aussi ce qu'on a voulu montrer à travers ces portraits, qu'il y a une France qui est heureuse, qui fonctionne et qui est multiculturelle. Vous pouvez nous parler de ce teaser pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui vont le voir évidemment. C'était quoi l'intention et ça représente quoi? Le teaser donne un avant-goût du ton qui est donné dans le film. C'est-à-dire que on a voulu. Alors, je travaille sur le film avec le co-réalisateur Nabil Senaji, qui a tout le crédit de la partie artistique. Donc, pour moi, c'était important de montrer ces femmes. On a travaillé sur plusieurs jours de tournage pour interviewer 5 ou 6 femmes. Et dans le teaser, on voit des petits fragments des entretiens que nous avons eus avec elles et aussi des journées que nous avons passées, notamment avec Nawel à Annonay, dans la chapelle, son lieu de travail, où on voit à travers ses mouvements comment, pour elle, l'émancipation est passée par le corps. Où nous avons passé une journée aussi avec Malika, l'assistante familiale thérapeutique qui accompagne Clément et qui, à travers sa générosité humaine, accompagne ce garçon depuis plusieurs années pour se raccrocher à la vie, se raccrocher à la famille, se raccrocher à des valeurs fondamentales pour sa construction et qui le calme, qui arrive à lui redonner la joie dans le cœur. C'était vraiment une journée très émouvante pour toute l'équipe. Et puis nous avons fait une partie aussi du tournage en studio où nous avons interviewé Sophia, Sonia, qui est venue accompagner d'un des enfants qu'elle a accompagné dans sa guérison. Le teaser est une petite bande-annonce de ce que sera le film. Vous en êtes à quel stade et comment peut-on vous aider surtout? Eh bien, je suis en discussion avec un certain nombre de producteurs pour le film. J'ai aussi sollicité des entreprises et quelques fondations pour obtenir des financements parce que j'aimerais idéalement coproduire ce film. Donc, on est en levée de fonds à l'heure actuelle. Nous allons reprendre une partie du tournage normalement au mois de novembre pour poursuivre les portraits de femmes. Et puis voilà, on continue l'aventure avec toutes les femmes qui ont voulu nous rejoindre pour Franco-Maghrébine, portrait d'une nation française. Donc les choses sont plutôt bien engagées à notre niveau.
mais j'espère pouvoir, dans un premier temps, sortir un moyen métrage d'ici le premier trimestre 2021. Autre chose, c'est que le film, ce n'est pas simplement une réalisation artistique. Le film a pour but d'aller toucher un public spécifique et varié en même temps. Spécifique parce que nous souhaitons aller dans les écoles pour parler de diversité, pour parler d'inclusion, pour sensibiliser la jeunesse sur ces questions d'identité à travers le film, mais aussi le monde de l'entreprise pour parler du travail, de la discrimination au travail. Et je travaille à ce sujet avec un collectif de consultants spécialistes de ces questions-là. Et puis, dans une plus large mesure, un public plus vaste où il sera question de travailler sur des sujets publics concernant notre nation. Et à ce propos, je travaille avec des experts, des sociologues, pour construire ces débats autour de ces questions et à chaque fois utiliser l'image pour faire avancer les consciences, pour sensibiliser et pour retrouver un peu ce lien social dont nous avons tant besoin. Alors encore 3 petites questions, Leïla, j'espère que je ne vous épuise pas trop. La première, c'est est-ce que, il faut aujourd'hui être passé par le monde de l'entreprise pour pouvoir, je dirais, amener sa pierre à l'édifice d'un monde social plus équilibré, plus juste? Ça, c'est ma première question. La deuxième, dans votre énoncé des différentes étapes ou en tout cas des différentes strates de votre projet, est-ce qu'il n'y aurait pas un projet politique également? C'est-à-dire que on a besoin de femmes qui prennent la parole, qui entrent en politique. Est-ce que ça fait partie de vos perspectives? Et puis, le dernier point, je l'ai oublié, mais le temps que vous me répondiez, je vais le retrouver. Allez, je vous en prie, vous pouvez déjà. Très bien. Alors, est-ce qu'il faut passer par l'entreprise pour faire avancer les choses? Je ne pense pas. Je pense que on a tous des trajectoires de vie qui nous conviennent, qui nous correspondent. En tout cas, moi, je pars du principe que voilà, tant, tant- autant que possible, il faut choisir sa trajectoire. Et puis, c'est pas parce qu'on est sur une trajectoire qu'on ne peut pas changer en cours de route. On peut très bien arriver, être très engagé et s'occuper de ses enfants et être mère au foyer. Ça ne veut pas dire que voilà. Je pense que la notion de travail en France est tout à fait elle est très questionnable parce que pour moi, on peut être une femme à domicile et travailler. La notion de travail est tout à fait là. C'est pas parce qu'on n'a pas de revenus qu'on ne travaille pas. Donc, il faut arriver à décorréler les deux. Je pense que c'est important. Donc, pour moi, c'est plus le niveau d'engagement qu'on a et qu'est-ce qu'on veut faire. On peut très bien faire avancer les consciences en faisant de l'art-thérapie. On peut faire avancer les choses en étant nounou à domicile et en éduquant la jeunesse, nos enfants. Enfin voilà, toutes les voies mènent à plus d'ouverture sociale. Donc non, je ne vais pas nécessairement passer par le monde de l'entreprise. Le deuxième point pour la politique, oui, je pense que, non, je n'ai pas de projet politique en soi, mais peut-être que ces sujets-là ont une forte connotation politique, certainement. Alors, est-ce que si faire de la politique, si parler du rôle de la femme, de démonter certains clichés, d'essayer de faire avancer les choses d'un point de vue plus optimiste et bienveillant, c'est faire de la politique. Alors oui, je fais de la politique, mais dans ce cas-là, tout le monde à son échelle peut faire de la politique. Et puis faire de la politique, c'est pas nécessairement appartenir à un parti. C'est avoir des idées, les défendre, les débattre, et puis changer d'opinion aussi, parce que c'est important aussi de se remettre en question et d'avoir une réflexion qui est vivante et qui bouge sur des sujets qui nous semblent importants. Ça me paraît important. Bien, allez, j'ai retrouvé ma troisième question. Elle est toute naturelle. C'est quoi votre plus belle audace au cours des derniers mois? Disons que moi, je marche un peu au culot, hein. Donc, j'ai pas peur de prendre mon téléphone et d'appeler quelqu'un. Déjà, vous savez, lancer un projet comme celui-ci, se mettre en avant, c'est déjà très engageant pour moi, hein.
C'est engageant pour moi, pour mon entourage, parce que je me mets en avant et je mets en avant aussi forcément les femmes qui m'accompagnent dans ce projet. Donc, ça déjà c'est audacieux et parfois ça fait peur. Mais l'audace, pour moi, en tout cas, c'est combattre cette peur, c'est travailler avec cette peur pour que au quotidien on puisse avancer ensemble. Parce que la peur, c'est un obstacle, mais ça peut être un sacré coup de pied au derrière. Donc, il faut savoir l'utiliser sciemment. Mais écoutez, vous en êtes la preuve vivante, Leïla. C'est un moteur. Je vous remercie beaucoup pour ces propos. J'espère vraiment qu'on aura très très bientôt de vos nouvelles. Et de toute façon, on vous suivra, Leïla. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.